je vais vous faire une confidence. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était dans un workshop qu'on a organisé il y a quelques mois sur les neurosciences et l'imagerie. Et je l'écoutais avec fascination. Et je savais qu'en l'invitant ce soir, il n'y aurait qu'un stress pour nous tous, c'est qu'il va s'exprimer d'une manière très lapidaire, alors qu'il lui faut du temps pour s'exprimer. Il s'est beaucoup exprimé au cours de ce workshop, notamment sur le Brain Project, qui est un point important. Donc je voulais un éclairage sur cette approche finalement de l'intelligence artificielle par rapport à des questions importantes qui sont au cœur aussi du débat de bioéthique, qui sont les questions des neurosciences. Je te donne la parole. Merci. Donc, il voulait dire que j'ai trop parlé quand il dit qu'il s'est exprimé beaucoup. J'ai travaillé dans les pays anglo-saxons. Je suis utilitarien, optimiste, et il n'y a qu'une règle dans la vie que j'accepte, une règle stable qui ne varie pas du tout, c'est que tout change et tout le temps. Donc, quand les gens essaient de me faire peur avec l'intelligence artificielle, je les compare aux prêtres qui faisaient peur contre l'imprimerie. Les connaissances, c'est le futur de l'homme. Je suis clinicien et chercheur. Je m'occupe de ça, je me suis occupé de ça, surtout par l'imagerie et par la pratique clinique. Et je suis arrivé vers la fin de ma carrière un peu déçu, parce qu'il y a deux grandes parties des maladies du cerveau qui nous échappent totalement. Les maladies des jeunes, psychiatriques, qui tuent, et qui font tuer parfois, et les maladies des vieux qui perdent le pédale et qui devient un vrai problème social et sensible. Et à ce moment-là est arrivé le Big Data. Donc le Big Data est arrivé, vous connaissez cette chanson. Et avec des copains, on s'est dit, bon voilà, on sait quoi faire. On va attaquer ces problèmes qui sont liés en fait à une impossibilité de définir les maladies utilisant les paradigmes d'il y a 150 ans, commencé avec un Français évidemment, M. Broca, ici à Paris. On va attaquer les maladies, ces maladies psychiatriques et neurodégénératives, en utilisant les big data. Alors, où est-ce qu'on va trouver ces data ? Facile, tous les hôpitaux du monde. Alors, c'était facile pour nous de réfléchir comme ça parce qu'on utilise Google depuis 20 ans. Puis on s'est dit, bon, tous les hôpitaux du monde, mais il faut le consentement. Alors, donc, il faut 8 milliards de consentements. Prospective. Et toutes les données qui existent déjà, ça va être un peu difficile. Donc, on s'est dit, mais en fait, quand on parle de l'individu, tout ça est couvert déjà par le contrat entre le médecin et l'individu. Le médecin-individu, c'est un contrat où le malade a confiance. Le malade accepte. Le malade permet qu'on met des aiguilles, qu'on prend du sang, qu'on a des résultats, qu'on les met dans les bases de données, dans les hôpitaux. Tout ça, c'est couvert. Par contre, avec les problèmes qu'on se posait, on voulait savoir des choses sur des groupes. Alors on est allé voir qu'est-ce que disent les règlements sur les groupes. Alors première chose très intéressante, c'est que les données anonymisées ne tombent pas sur l'éthique. Elles ne sont pas hors la loi. La loi ne les protège pas. Bon, il y avait des grands savants qui nous disaient, ben voilà, si on connaît la date de naissance, le code postal et le sexe, pardon, pas le sexe, mais le génotype de quelqu'un, même parmi 2 millions d'autres individus, on peut le décerner. Mais on ne parle pas des individus. Donc on peut éliminer certaines choses et travailler que sur le problème
de la neuroépidémiologie et de la santé publique qui ont été soulevés par un interlocuteur auparavant. Et donc, on s'est dit, voilà, toutes ces données qui existent dans des formats différents, dans les langues différentes, dans toutes les bases de données, dans tous les hôpitaux du monde, est-ce qu'on ne peut pas les utiliser? Alors, à ce moment-là, on va voir les gens qui protègent les données, pour la vie privée, bien sûr. Et on s'aperçoit qu'ils ont des systèmes très élaborés, chacun dans son hôpital, chacun avec un système différent, mais qui passent. Et donc on leur a dit, est-ce que vous serez contente si on continuerait à travailler, mais avec vous contrôlant toute la sécurité et travaillant comme vous travaillez maintenant? Mais bien sûr. Alors la question c'était comment arriver à traiter ces données. On ne pourrait pas les sortir des hôpitaux, parce qu'à ce moment-là, la porte-feu est cassée. Mais pourquoi pas aller les chercher? Et chercher que les données qui sont posées par la question. Donc je pose la question, est-ce que les femmes entre l'âge de 30 et 50 ans, vivant entre 1000 mètres et 3000 mètres, ont plus d'Alzheimer que les hommes vivant entre 50 mètres et 100 mètres dans des pays africains? Je peux poser une question pareille. À ce moment-là, je sais quels sont les chiffres qu'il me faut. Je ne vais pas chercher le nom, je ne vais pas chercher l'adresse, je ne vais même pas chercher la maladie. Je vais chercher les données qui sont appropriées à la question envoyée. C'est un peu comme Google aussi, hein. On met opéra, samedi, Paris, clac. On ne reçoit pas l'opéra de Saint-Pétersbourg, on reçoit l'opéra de Paris d'abord. Et donc, on a trouvé qu'utilisant des nouvelles méthodes, surtout en virtualisation, en Netflix, en streaming, hein, en peer-to-peer, on arrive à morceler les questions, envoyer des demandes qui arrivent sur des formats n'importe lesquels, les informaticiens arrivent là, chercher les données nécessaires, arriver au portefeuille à son les agréer, donc anonymisation complète, et arriver vers le chercheur qui s'assoit au milieu de sa table avec son ordinateur et qui reçoit les 40-50 000 réponses qui sont agréées une deuxième fois, anonymisation complète. Pas besoin de consentement, pas besoin d'aller devant le conseil d'éthique, etc., etc. Et on a la réponse. Et on peut la visualiser, on peut faire un graphique, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour chercher des modèles soutenus par ces données. S'il y a beaucoup de données, utilisons les méthodes algorithmiques qui font partie, que ce soit machine learning, deep learning, qui font partie de l'armamentarium de l'intelligence artificielle, on peut chercher tous les modèles qui expliquent les données qu'on a recueillies. Et puis les classer selon la probabilité. Et puis utiliser ces modèles comme hypothèse. Alors là, je suis dans un domaine extrêmement difficile ici à Paris. Et pas loin de Saint-Germain-des-Prés. Parce que là repose quoi? Le cœur de Descartes. Nous sommes tous habitués à travailler selon la méthode cartésienne. Notre petite machine là, moi je me considère un robot d'ailleurs, parce que je suis matérialiste aussi. Alors, ce robot, avec sa petite machine à 4 dimensions, essaie de comprendre comment est construit d'une façon mécanistique une machine qui a une multitude de dimensions que vous savez, on ne sait pas combien. Les philosophes, tout au début, me disaient « mais c'est impossible ». Mais je disais « mais il y a une réponse simple et très utilitaire de la question « comment faire ?» Un robot, la personne, examine les données
une masse de données, des millions de points de données, avec l'aide d'un calculateur. Et là, ça devient possible. Surtout si le calculateur peut faire 10 à la puissance 18 calculs par seconde. Et donc voilà, on se trouve devant des masses de données et on génère les hypothèses maintenant, pas comme des génies, totalement aléatoires. La plupart des prix Nobel probablement ont une idée, mais bien d'autres ont eu d'autres idées, mais c'est celui qui a eu raison et donc c'est un génie. C'est un peu comme Euromillions, vous savez. Hein. Vous jouez au Euromillions, tout le monde vous regardez Netflix, tout le monde a levé la main. Vous jouez au Euromillions, il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui va gagner alors. Il n'y a que moi. Et donc voilà, on est dans une situation où on a une méthode scientifique, rigoureuse, de générer des hypothèses autour de questions que nous posons, utilisant toutes les données possibles. Et c'est ça la vision. Et là, la bioéthique entre. Elle entre aussi là, mais d'une façon un peu différente. C'est plus la bioéthique de la vie privée, anonymisation, de consentement, ou même de la gestion de l'éthique. L'éthique, c'est est-ce que c'est éthique de ne pas utiliser toutes ces données qui existent dans toutes ces bases de données autour du monde, qui sont utilisées que par les avocats pour faire des procès contre les systèmes de santé ou contre les médecins. Autrement, elles sont fermées. Est-ce que c'est éthique de mal utiliser ce que vous donnez tous les ans au gouvernement, vos impôts? Parce que c'est les impôts qui payent ces bases de données qui ne sont pas utilisées. Et c'est cher, hein? C'est extrêmement cher. Et tous ces salaires. Et toutes ces bases de données. Est-ce que c'est éthique de retarder l'acquisition des connaissances en soyant sérieux, attentionné, en allant pas trop vite? Est-ce que c'est éthique de le faire? Est-ce que c'est éthique de collecter toutes ces données et de faire des expériences et de ne pas publier? Est-ce que c'est éthique d'attendre la publication des résultats 2 ans pendant qu'un éditeur qui gagne des milliards dans sa boîte d'édition regarde et décide si votre papier est suffisamment bien, l'envoie à des compétiteurs ou des gens qui ne sont pas compétents? Est-ce que c'est éthique de ne pas faire la contrebalance des risques avec des droits? Vous connaissez cette histoire de cette psychiatre qui, après la tragédie il y a 3 ans de Germanwings, qui a fait écraser, à la télévision on dit cracher, mais cracher c'est autre chose, non? qui a écrasé l'avion avec 320 personnes qui sont mortes parce qu'il avait un problème psychiatrique. Ce psychiatre qui a dit, psychiatre allemand, qui a dit, son médecin a bien fait de ne pas annoncer sa maladie à ses employeurs, parce que c'est la vie privée. Donc là, il y a plein d'autres choses, bien de questions éthiques, on discutera peut-être plus tard. Mais là, on n'a pas balancé la vie de 340 personnes contre l'emploi d'une personne. Le droit de la vie privée, c'est un droit. Et le droit de bénéficier de la meilleure médecine existante, c'est un droit aussi, n'est-ce pas? Alors, ceux qui sont pour le premier, levez le doigt. Ceux qui sont pour le deuxième, levez le doigt. Et puis, ceux qui sont en abstention, levez les doigts. Oui. Vous n'aimez pas ces questions-là, hein? Vous oubliez pas ces Américains qui souffraient du VIH et où l'agence fédérale du médicament prenait 5 ou 10 ans pour décider s'ils pouvaient prendre des médicaments parce qu'il y avait des problèmes potentiels, des effets secondaires, qui sont partis, qui font un marché noir, qui ont commencé à utiliser les drogues parce que leur effet secondaire, c'était la mort. Encore une fois, il faut quand même être très pragmatique dans toutes ces choses-là.
Donc, je pense qu'une approche pragmatique, une bonne appréciation de ce qu'il y a, de la législation qui existe. Je suis très content que vous avez mentionné le RGPD. J'étais dedans. Pendant 3 ans, j'ai travaillé. Parce que je n'aurais pas pu faire le Human Brain Project sans ce RGPD. Les Allemands ont voulu arrêter toute expérimentation biomédicale en Europe. Parce que dans leur pays, évidemment, entre les années 30 et 40, les données médicaux étaient la cause de la mort des populations, des religions, des gens invalides, etc., etc. Ils sont extrêmement sensibles. Il suffisait de leur dire, bon, le droit à la meilleure santé possible et le droit à la vie privée, quelle est la contrebalance? Ils ont capitulé. C'est pour ça que maintenant, c'est plus facile de faire des expériences en biomédecine que ce n'était avant ce RGPD. Dernière petite histoire, parce que je me souviens, parce que j'arrive maintenant à un stade d'âge où c'est assez difficile. Il y avait mais c'est passé par ma tête. Il y a ça pourra revenir tout à l'heure. Hein, ça pourrait revenir. J'ai pas marqué. Non, j'ai oublié. Non, mais ça reviendra. Bon. On peut quand même l'applaudir parce que c'était très convaincant. En plus, c'était très bien. Alors, on verra tout à l'heure dans le débat. Je ne sais pas si vous avez regardé. Bon, moi, je ne regarde pas que Netflix, mais vous avez un très bon cours de Michael Sandel. Je ne sais pas si vous voyez la théorie de justice à Harvard. Et il a un grand amphi d'étudiants. Alors, il pose les mêmes questions que toi, mais laisse les étudiants discuter pendant une demi-heure. Et on voit que d'une idée préconçue au départ, à force d'argumentation contradictoire, on arrive complètement à l'opposer. Et c'était c'était très intéressant parce qu'on aurait pu apporter des contre-arguments sur l'histoire du sida, par exemple. Quand l'AZT a été mise à disposition en 1987, les premiers qui ont pris l'AZT sont morts de l'AZT. Parce qu'il n'y avait pas justement tout le process véritablement rigoureux de mise sur le marché du produit. Non, parce que c'est toujours comme ça. Non, mais c'est intéressant. On peut dire aussi sur les données... On fait des observations et puis on réagit. Voilà. On ne va pas reprendre tous les points parce que ça va être l'objet du débat.